Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Audrey Guilbert. Elle est consultante digitale et également ghostwriter. Vous allez mieux savoir effectivement à quoi correspondent ces deux métiers avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors oui, écoute, moi mon parcours, ça fait 23 ans que je travaille dans la communication maintenant. Je suis passée sur différents postes. J'ai d'abord été chargée de communication sur le salon de l'étudiant. Ensuite, j'ai fait un petit passage en radio pendant quelques années. Donc, j'étais plutôt sur le service promotion. J'étais pas à l'antenne. Je m'occupais de mettre en place tout ce qui était jeu antenne, justement. Voilà. Ensuite, je suis passée directrice d'une école de danse hip-hop. Et j'ai terminé il y a 2 ans. J'ai arrêté cette mission-là il y a 2 ans. Je venais de passer 12 ans dans une agence de communication digitale où on faisait beaucoup d'accompagnement de grands comptes sur toute la communication digitale, notamment site internet, campagne email et un petit peu de réseaux sociaux. Voilà. Alors, dans les experts, j'ai rajouté une partie effectivement qui concerne l'échec, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on passe souvent par des situations effectivement d'échec, des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Toi, est-ce que tu as vécu effectivement cette situation d'échec quand tu as décidé d'entreprendre, et est-ce que tu as réussi à rebondir tout de suite ? Alors moi, mon expérience d'entrepreneur, elle est un peu partie. Peut-être pas un échec, mais en tout cas d'une difficulté. C'est que j'ai fait un burn-out après mes 12 ans en agence, et c'est plutôt ça qui m'a amené du coup à l'entrepreneuriat, plutôt par défaut, où je m'étais dit je peux pas retourner dans cette agence, je peux pas aller dans une autre agence, je peux pas aller chez l'annonceur, ça m'intéresse pas. Il me restait un peu cette dernière solution. Et puis du coup je me suis lancée, mais sans vraiment savoir ce qu'il fallait mettre en place, en quoi ça consistait, tu vois, c'était un petit peu la solution par défaut, quoi. Donc ce que ça génère, alors je parlerai plutôt d'apprentissage que d'échec. Après j'ai mis un peu plus longtemps que quelqu'un d'autre qui pourrait déjà avoir été formé à l'entrepreneuriat. C'est que du coup tu découvres en fait, plus t'avances, plus tu découvres en quoi ça consiste, et je parle de ça en termes d'outils, en termes d'administratif, de déclarations diverses et variées. Voilà, donc et ça c'est vrai que ça peut amener à des découragements, à certains moments, parce qu'on n'a pas forcément toujours les résultats qu'on veut tout de suite, et puis parce que moi j'ai une famille à nourrir, que voilà, j'ai une pression aussi, on va dire financière derrière. C'est pas pareil quand on se lance à 45 ans que quand on se lance après ses études, je pense. Donc voilà, après moi j'aime pas trop parler d'échecs, j'avoue. Je suis plutôt du côté à essayer de voir le verre à moitié plein en me disant si ça a pas marché, il faut tester autre chose et puis il faut faire autrement, et je suis persuadée que la bonne volonté et l'énergie qu'on y met, à un moment ça fonctionnera. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'on a intérêt à avoir quand on se lance sur les réseaux sociaux aussi. Quel est le statut que tu as choisi quand tu t'es lancé ? Alors moi je me suis lancée en micro-entreprise et je le suis toujours aujourd'hui. Alors je sais que c'est pas un statut c'est pas une fin en soi. Mais en tout cas, c'était le statut le plus pratique pour moi, déjà parce que c'est très facile à mettre en place, même si on sous-estime un peu les démarches administratives qu'il peut y avoir derrière. C'est vrai qu'en 2 clics, on a créé son statut. Et c'était ce qu'il y avait de plus facile, de plus accessible, qui nécessitait pas d'avoir un apport au départ. Et puis voilà. Mais je sais que c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi me concernant en tout cas. Comment tu as trouvé ta politique de price ? Comment tu as trouvé le bon prix, le prix psychologique qui répondait au marché ? De façons. La première, c'est que j'avais quand même déjà une connaissance du marché, puisque moi-même, en étant en agence, j'avais travaillé avec des freelances. Donc, je connaissais un petit peu déjà ce qui pouvait se pratiquer en termes de tarifs dans ma région. Moi, je suis de Lille. Et je sais que c'est pas les mêmes tarifs partout. Et puis ensuite, j'ai commencé comme on fait dans toute stratégie de communication. C'est-à-dire qu'avant de me lancer et de créer des choses, j'ai fait une étude de marché et je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait chez la concurrence notamment, avec des positionnements plus ou moins, en tout cas des offres plus ou moins correspondantes à ce que moi j'avais en tête. Et voilà. Et après, c'est aussi le retour d'expérience. Alors au démarrage, j'ai fait ce que font beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est qu'on fonctionne avec un taux journalier et on vend du temps. Et moi là maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, je commence à passer plutôt sur je vends de l'expertise et pas du temps.
D'accord. Parce que je pense que quand on arrive à un certain moment, moi j'ai une expérience, je sais parce que j'ai eu des résultats avec des clients et donc j'ai une certaine expérience et je sais que je peux me permettre maintenant plutôt de vendre un résultat. Alors même si sur les réseaux sociaux on peut jamais promettre des résultats, hein, mais en tout cas quand je fais une stratégie de communication par exemple, qu'elle soit pour les réseaux sociaux ou pas, je sais que ça coûte autant et puis c'est pas un nombre de jours, c'est invlivrable, on va dire. Comme Alors, on livrerait une maquette pour te libérer justement, Audrey, de cette position du temps, ne pas être effectivement dépendante du temps, est-ce que tu as pensé aux revenus passifs, c'est-à-dire créer par exemple une formation en ligne qui te permettrait de gagner de l'argent sans pour autant justement être tributaire du temps? Ouais, bah écoute, j'ai créé alors moi mon premier ebook. Alors tu vois notamment ça fait partie des choses que j'ai découvert en fait au fur et à mesure de mon avancée là depuis un an. J'avais pas du tout conscience qu'on pouvait aussi créer du revenu comme ça. Donc j'ai créé mon premier ebook qui s'appelle le guide du personal branding de la mort qui tue pour aider donc justement à 45 pages pour aider à faire son personal branding. Donc ça c'est le premier ebook que j'ai créé au mois de juin. Et où j'ai découvert qu'effectivement, je pouvais cet été, pendant que j'étais sur la plage tranquille, générer du revenu. Donc ça, c'était la bonne surprise. Et du coup, le prochain projet justement que j'ai, c'est de partir sur de la formation en ligne avec des choses en asynchrone pour exactement ce que tu viens de dire, hein, pouvoir générer du revenu sans utiliser mon temps tout le temps pour pouvoir le consacrer à d'autres choses. Alors concernant les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On voit qu'effectivement qu'il y a de moins en moins de portabilité au niveau des posts sur Facebook, sur LinkedIn. Les algorithmes changent tout le temps. Il faut s'adapter en permanence. On voit effectivement qu'il y a des effets de mode, voire des effets de bord. Qu'est-ce que tu constates toi par rapport à ça? Ah bah je te rejoins. Hein. Il y a des Moi, je trouve qu'aujourd'hui, se lancer sur Facebook et Instagram en faisant ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire du 100% gratuit, juste en faisant de la création de contenu, c'est devenu quasi mission impossible parce qu'il y a tellement de monde que c'est compliqué de se distinguer vraiment. Je parle d'Instagram, Facebook, TikTok, c'est un peu pareil. Donc après, il y a des solutions qui sont de publier en quantité. Avec un rythme assez effréné, donc il faut pouvoir tenir derrière et ça peut amener des résultats parce qu'on se donne une grosse visibilité sur des temps définis, mais ça reste très compliqué à tenir en termes de rythme. Après, je suis un petit peu moins de cet avis-là concernant LinkedIn parce que pour le coup, moi LinkedIn, c'est devenu, moi pour tout te dire, quand je me suis lancée, je préférais Instagram et je suis tombée amoureuse de LinkedIn en novembre l'année dernière. C'est devenu vraiment mon réseau social préféré parce que justement il y a encore la possibilité de faire des choses parce que c'est 20 millions de comptes existants en France, à peu près 11 millions d'utilisateurs actifs et sur ces 11 millions il n'y a que 6% de créateurs de contenu. Donc ça nous permet encore des possibilités. On est sur un réseau qui a complètement perdu le côté CV qu'on connaissait nous quand on a commencé à créer nos CV ou à rechercher nos boulots sur LinkedIn. Aujourd'hui, on peut vraiment faire la création de contenu et avoir créé du business dessus avec des contacts hyper qualitatifs et intéressants, si tant est que, comme toujours, comme sur n'importe quel média sur lequel on se lance, si tant est qu'on a une bonne stratégie de communication au départ. Faut pas se dire, tiens, je vais aller publier parce que c'est facile. Il suffit d'écrire un texte, mettre une image et cliquer sur publier. Et ça, c'est vrai sur n'importe quel réseau. Si on n'a pas une bonne stratégie à la base, ça fonctionnera pas. Ou ça fonctionnera un temps et puis ça tiendra pas dans la longueur. Or, on sait que la régularité, la persévérance sur les réseaux, c'est la règle. Alors Audrey, tu parlais tout à l'heure effectivement du personal branding ou du branding, travailler sa marque en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu conseilles d'avoir une mascotte, un marqueur, quelque chose d'identification? Alors pour moi, avoir un branding, la première chose avant tout, c'est de se poser la question, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand tu auras quitté la pièce, entre guillemets, ou quand tu auras quitté le réseau? Donc pour certains, ça va passer par une mascotte. Par exemple, moi, c'est devenu le petit cochon. Alors c'est assez drôle parce que je pensais pas du tout pour le coup que ça allait prendre autant de dimensions sur LinkedIn notamment. Mais il y a des gens, moi j'ai des clients qui me disent ouais mais moi j'ai pas envie d'avoir une mascotte en fait, ça me correspond pas. Et c'est ok avec ça.
ou d'autres qui me disent mais moi j'ai pas envie d'avoir des couleurs qui pètent ou un discours un peu tranchant ou qui se positionne un peu fortement et tout ça, et c'est ok aussi. Le personal branding ou le branding, ça ne veut pas forcément dire parler plus fort que les autres, c'est trouver la différence, ce qui va nous permettre d'amener notre contenu d'une façon différenciante et qui va nous rendre mémorables. Alors, on a le sentiment quand même que quand on publie sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook et sur LinkedIn, peut-être même d'ailleurs de plus en plus sur LinkedIn, au niveau effectivement des liens externes. Alors, il y a plusieurs écoles. On dit effectivement de pas mettre un lien dans les posts, il faut les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller là-dessus? Alors, on n'a pas forcément énormément d'informations, notamment de la part de l'algorithme de LinkedIn. Donc, il y a très peu d'infos. Contrairement à Instagram, par exemple, où Adam Mosseri fait régulièrement des vidéos où il explique comment fonctionne l'algorithme. Pour le coup, c'est pas tout à fait le cas sur LinkedIn. Ceci dit, ce qui est recommandé par les gros créateurs de contenu, c'est effectivement plutôt d'éviter de mettre un lien dans son post. Pourquoi? Ça paraît assez évident. C'est qu'en fait, chaque réseau social, son but, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur son réseau. Donc, si toi, en tant que créateur de contenu, tu mets un lien externe qui t'amène sur un autre site, une autre page, et qui te fait sortir de LinkedIn ou de Facebook ou d'Instagram, peu importe, forcément, ça va pas vraiment plaire à l'algorithme. Ceci dit, moi, je suis jamais aussi tranchante. Alors, je pense dans la majorité des cas, si on peut ne pas mettre le lien dans le post, c'est mieux. Si par contre, je te prends un exemple concret, moi, quand j'ai fait mon e-book sur le guide du personal branding, j'allais pas mettre mon lien dans les commentaires parce que les gens ne lisent pas forcément les commentaires et j'étais en train de promouvoir un produit. Donc je préfère perdre un petit peu en visibilité s'il le faut, mais avoir un lien accessible directement parce que je suis en train de parler de mon offre, plutôt que d'aller mettre de juste plaire à l'algorithme et puis de perdre peut-être en clic vers mon support que je suis en train de vendre, quoi. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre. J'aurais envie de te répondre si je dois être catégorique que oui, la recommandation, c'est plutôt d'éviter de mettre un lien dans son post. Maintenant, moi, je suis jamais aussi catégorique, quoi. On a quand même le sentiment que, moi j'ai le sentiment qu'à force effectivement d'observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et encore une fois sur LinkedIn, parce qu'on parle de LinkedIn parce que c'est le réseau effectivement des pros pour les pros, on est dans le B2B. LinkedIn me donne le sentiment de renfermer, si tu veux, de se renfermer sur lui-même. C'est-à-dire que là, en plus, ils viennent d'annoncer que la publicité contextuelle arrivait. On a quand même l'impression de se dire que ils veulent nous vendre de la pub, quoi, et que ils nous interdisent de sortir et de faire en sorte de ne pas ouvrir des portes extérieures. Alors forcément, après c'est comme tout réseau, tu vois, quand tu te mets sur un réseau, bien évidemment que le réseau il cherche à faire en sorte que c'est ce qu'on appelle le dwell time, que tu passes le plus de temps possible sur son réseau et ça va plaire à l'algorithme. Maintenant, on sait aussi que dans ce qui plaît à l'algorithme, il y a plein de critères. On peut avoir par exemple des posts qui vont cartonner parce que tu les as c'est le sujet qui convient. À l'inverse, tu vas avoir des posts qui vont complètement flopper, mais de dire exactement, écoute, c'est l'heure, c'est le jour, c'est le sujet, c'est l'accroche, c'est le visuel. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, donc c'est compliqué. Moi, alors personnellement, je serais peut-être pas hyper objectif parce que je trouve que LinkedIn, pour le coup, si tu l'utilises bien et encore une fois, si tu as une bonne stratégie de contenu au départ et donc que tu as des bons objectifs parce que tu démarres pas à créer du contenu sans avoir des objectifs. Si tu as des bons objectifs, moi, je me suis jamais sentie enfermée sur LinkedIn. Par contre, l'objectif d'un réseau social, on est bien dans un réseau social, donc on est là pour se créer une communauté et pour échanger, interagir au sein de ce réseau. Alors, sinon après, alors c'est pour ça aussi que tu vois, par exemple, je ne suis pas que sur LinkedIn ou je n'ai pas des actions que sur LinkedIn. Du coup, j'ai pas le sentiment d'être enfermé. LinkedIn, c'est juste un média supplémentaire dans ma stratégie de communication globale. On a vu aussi que sur LinkedIn, il y avait des posts, ce que je qualifierais de perso. Au lieu qu'il y ait des posts de pro, on a vu des posts perso, des gens qui parlaient un peu de leur état d'âme, de leur réussite, de leurs échecs, etc. Cela aussi, c'est quoi? C'est une stratégie de branding qui est mise en place? Alors oui, c'est une stratégie, effectivement, ça fait partie de la stratégie éditoriale. C'est ce qu'on appelle le storytelling, et ça c'est toujours un peu difficile pour les créateurs de contenu qui amènent de la valeur ajoutée
parce que c'est souvent des posts qui vont bien marcher, parce que ça plaît. Donc après, il y a deux écoles. Il y a soit tu te dis, moi, je veux faire des posts qui marchent bien parce que je veux gagner de la visibilité. Encore une fois, ça dépend à quelle étape tu es dans ta stratégie de communication. Si tu as un objectif de visibilité, faudra peut-être faire un petit peu de storytelling. Je te mettrai, je vous dirai après, voilà, moi, juste le petit truc auquel je fais toujours attention. Donc ça, c'est objectif de visibilité. Ok, on fait un peu de ce qu'on va appeler aussi les posts tofu, qui sont des posts top of funnel. Donc on va être beaucoup plus généraliste. Et c'est souvent du storytelling, pourquoi pas. Moi, j'en fais aussi. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que quand on fait du storytelling, on n'est pas obligé de tomber dans le pathos. Et c'est ce qu'on voit malheureusement sur LinkedIn, c'est qu'on croise beaucoup de posts ou de créateurs de contenu qui vont complètement tomber dans le pathos. Alors pour certains, ça fait clairement partie du branding, c'est-à-dire que ça va être des posts. Quand j'avais 18 ans, ma mère m'a foutu dehors, je vivais dans un HLM dans une cité, je me suis retrouvée dans la rue. Je schématise un peu, mais on en voit des comme ça. Donc ça va être ce genre de poste, mais ça fait quelque part partie du branding. Et puis il y en a d'autres où on va tomber dans des histoires de j'ai eu un cancer des os, où j'ai perdu ma mère à 15 ans et depuis ce jour-là j'ai décidé de vivre ma vie. Ouais, ok, mais ça apporte quoi vraiment? Moi, ce que je dis, c'est que quand on fait un post storytelling, il faut toujours avoir en tête qu'on est notamment sur LinkedIn, on est sur comme tu l'as dit toi-même, un réseau en B2B, et que donc, ok, t'as eu quelque chose, t'as eu une histoire dans ton parcours, et ça apporte quoi aujourd'hui pour toi en termes de business ou pour les autres? Parce qu'on n'écrit pas pour soi, surtout, on écrit pour les autres. Et si, à partir du moment où on clique sur publier, le post ne nous appartient plus, et donc si on n'a rien à apporter, en tout cas moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dans tous mes posts, même quand je fais un peu de storytelling, j'ai parlé de mon burn-out bien évidemment, mais pourquoi j'ai parlé de mon burn-out? Parce que mon burn-out m'a amené à créer ma boîte, et que quand on crée sa boîte à 45 ans et qu'on a 4 enfants, on se pose des questions que d'autres personnes, que ma cible pouvait se poser, notamment comment on fait pour s'organiser. Alors, il y a aussi une question que l'audience se pose beaucoup, c'est l'engagement. Comment on peut effectivement créer de l'engagement? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés? Est-ce qu'il faut avoir des gens qui nous suivent régulièrement, qui sont réactifs? Comment on crée de l'engagement également sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors il y a plusieurs moyens en fait. Le premier déjà, c'est de bien travailler ta stratégie éditoriale pour être sûr que tes thématiques et le contenu que tu vas développer, il s'intéresse aux douleurs de ton audience. Donc ça c'est hyper important. Ça veut dire que tu dois bien connaître ta cible avant de commencer à publier. Et ensuite, une fois que tu écris tes posts, il y a bien sûr quelques petites notions de copywriting à avoir. Encore une fois, j'y mets toute la nuance que je peux là-dedans parce qu'il faut pas non plus se bourrer d'astuces de copywriting et de finir par en perdre en fait l'essence de notre façon d'écrire, parce que si on commence à appliquer tout ce qu'on nous demande en copywriting, on finit par se brouiller un peu les choses. Donc ça c'est la deuxième chose. Ceci dit, il faut quand même être conscient qu'il faut bien travailler son accroche, parce que si on travaille pas son accroche, c'est 3 secondes le temps d'attention sur les réseaux, donc vous avez 3 secondes pour arrêter le scroll. Si votre accroche elle est pourrie, ça marchera pas. Ensuite, il y a aussi, alors toujours une bonne accroche bien sûr, mais c'est pas parce qu'on travaille super bien l'accroche qu'il faut se lâcher sur le reste. Le contenu du post doit continuer toujours encore une fois à s'adresser à vous écrivez pour les autres encore une fois. Ensuite, on peut amener de l'engagement en utilisant ce qu'on appelle des call to action, les CTA. Donc c'est des boutons d'action. Alors concrètement, dans la création de contenu, c'est pas un vrai bouton. Quand vous êtes sur un site internet, c'est un vrai bouton sur lequel vous cliquez. Quand on est sur la création de contenu, ça va être par exemple sous forme de questions. Et toi, t'es plutôt de la team machin ou team machin? Et toi, comment tu as fait pour t'organiser? Partage-moi ta 6e astuce, par exemple. Enfin voilà, des choses comme ça qui vont inviter en fait ton audience à échanger et à donner et à commenter. C'est un travail de longue haleine. Faut pas se leurrer quand on se lance sur les réseaux sociaux. Faut pas croire qu'en 3 semaines, il y en a qui ont réussi, mais ils sont très peu. Faut pas croire qu'en 3 semaines, on va réussir à avoir des taux d'engagement impressionnants. Ceci dit, quand on commence, pour avoir une idée, sur LinkedIn, un bon taux d'engagement, c'est entre 2 et 3%. Donc là, on est pas mal. C'est des statistiques qu'on peut retrouver sur LinkedIn indirectement ou sur d'autres réseaux sociaux même. Donc ça nous donne déjà des indicateurs. Et après, si jamais on n'a pas d'engagement, il faut se poser la question de ok, est-ce que ce que je raconte vraiment ça intéresse ma cible? Est-ce que ce que je raconte est-ce que même moi, si je le lisais, si je relis mon post à voix haute, est-ce que j'aurais envie d'interagir?
Et ça, pour moi, c'est une bonne question à se poser parce qu'on est les premiers quand même à aller interagir nous-mêmes sur les réseaux. Donc, si nous-mêmes, on n'a pas envie d'interagir à notre poste, je vois pas comment les autres vont en avoir envie. Et on voit dans les posts bien souvent aussi un caractère de visibilité et de lisibilité, c'est-à-dire que on voit des posts avec des petits je rappellerai pas c'est des petits smileys mais des petites images devant, tu sais, un peu comme des listes à puces, mais avec effectivement des choses qui nous tapent à l'œil. Ces petites choses sont issues de quoi? De logiciels effectivement que les gens utilisent ou effectivement ça fait partie d'une fonction de LinkedIn? Alors aujourd'hui, quand tu écris sur LinkedIn, il y a plusieurs façons. Soit tu vas aller directement nativement dans la fonctionnalité de LinkedIn pour créer un post. Et là, au niveau de la mise en page, t'as pas trop d'outils. Mais je conseille quand même toujours, quand tu écris un post, de bien aérer le texte. Ça, c'est hyper important. De bien aérer son texte, de faire des retours à la ligne, de donner du rythme aussi dans son post. Ça, c'est ça aussi qui va donner envie de le lire. Après, tu as des petits outils, par exemple, comme Perfect Post, qui est une petite extension Chrome que tu peux installer très facilement, sur laquelle tu vas pouvoir prévisualiser du coup la mise en page, notamment prévisualiser la petite ligne voir plus. Donc ça, c'est pas mal parce que ça te permet de voir, par exemple, quand tu écris tes 2 premières lignes, tu écris un post, je sais pas, avec 10 lignes par exemple, de savoir à quel endroit tu sais, quand on arrive sur le fil d'actualité, t'as que 2 lignes qui s'affichent. Donc de voir où ça va s'afficher cette petite ligne justement voir plus et est-ce que tu as bien calé en gros ton texte. Donc voilà. Après moi je conseille plutôt d'utiliser soit les puces, soit des choses on va dire des tirets, des choses un peu plus classiques. Ça va dépendre bien sûr de dans quel secteur d'activité tu travailles. Si t'es juriste, c'est peut-être pas super bien vu de commencer à mettre des emojis dans tous les sens. Et puis après, tu peux mettre des emojis, mais attention, c'est pareil. Trop d'emojis tue l'emoji. C'est bien d'en mettre pour structurer. Au-delà de 6, c'est trop. On lit plus. On ne met pas d'emojis au milieu d'une phrase parce que sinon on coupe la phrase, on comprend plus rien. L'idéal, c'est plutôt soit en début, soit en fin. Et puis on fait attention de dire ok, je mets un emoji là, mais est-ce que ça a du sens? Je mets pas un emoji pour mettre un emoji, quoi. Alors, ce que je remarque et ce que les gens remarquent également sur les réseaux sociaux, c'est bien souvent aussi un ton un peu à la wall again, c'est-à-dire que les gens ont tendance à tutoyer un petit peu l'audience. On a l'impression qu'on parle quand même à un public très jeune, quoi. Et en fait, derrière, il y a quand même un public mature. Oui, alors moi je suis pas, tu vois, c'est marrant, c'est un truc, j'ai un sondage que j'ai fait justement sur LinkedIn parce que moi je tutoie et puis j'écris comme je parle et pourtant tu vois j'ai 45 ans donc j'utilise aussi des mots de judge tout ça. Mais j'ai interrogé justement mon audience il y a quelques mois pour savoir si ça les dérangeait que je les tutoie dans ma création de contenu et je crois que j'ai eu plus de 60% qui m'ont répondu que ça ne les dérangeait pas. Parce qu'on est dans de la création de contenu, donc c'est pas la même chose. Moi, par contre, par exemple, tu vois, je tutoie dans mes posts, mais si on m'envoie un message entrant sur ma messagerie en me disant, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez, ça m'intéresse, je vais vous voyer. Ça veut pas dire, c'est pas parce que je tutoie dans mes posts que du coup j'ai oublié toute bienséance et que je ne sais pas gérer tout type de public. Il y a d'autres gens qui vont m'envoyer un message en me tutoyant tout de suite. C'est vraiment pour moi le tutoiement ou le vouvoiement, c'est une question encore une fois, de stratégie éditoriale. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Moi, mon positionnement, il est que je veux être quelqu'un de proximité. Je suis accessible. J'utilise des mots simples. J'essaye de pas trop tomber. Des fois, je le fais pas exprès, mais de pas tomber dans le jargon. Et ça, c'est dans ma stratégie éditoriale. Et le tu ou le vous, c'est aussi dans une stratégie éditoriale. Est-ce que tu as envie de tutoyer ou de vouvoyer? C'est vraiment un positionnement que tu prends. Voilà. Et moi, je suis pas. Je pense qu'aujourd'hui, le tutoiement, vouvoiement, c'est moins dérangeant. Après, bien sûr qu'il y a des dirigeants qui feront pas appel à toi parce que t'es trop wall again ou tu t'es trop ci ou pas assez ça. Mais j'ai envie de te dire que quelque part, tant mieux. C'est que ces gens-là, c'était pas ta cible et c'est pas des clients qui vont nous correspondre. Donc tout va bien, quoi. Allez, on va terminer cette interview avec une partie également de ton activité. Alors, on dit ghostwriter, c'est-à-dire effectivement écriteur et on écrit dans l'ombre, quand on écrit en tant que fantôme, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelait avant les nègres, donc c'est le même principe. C'est exactement ça. C'est en fait d'écrire les posts LinkedIn pour quelqu'un d'autre, sans qu'on sache que c'est moi. Donc l'idée là, c'est vraiment en amont de prendre un maximum d'informations concernant le client pour lequel je vais travailler, de comprendre son univers bien sûr, et puis de voir aussi un petit peu comment il veut s'exprimer. Et puis ensuite, je vais écrire les posts pour lui et personne ne saura que derrière c'est moi, quoi.
Mais en tout cas, on sent bien la professionnelle, on sent effectivement ton domaine d'expertise. Tu as, je dirais pas réponse à tout, mais tu connais bien ton domaine. Tu sais effectivement virevolter, tu sais rebondir, et ça, je pense que les gens l'ont bien entendu et l'ont bien noté, et ça va leur donner envie certainement de te contacter aussi. Maintenant, on va passer effectivement à la fin de l'interview. Donc, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Audrey? Bah écoute, moi j'aime beaucoup, je te l'avais dit quand on s'était eu un tout petit peu en amont, moi j'aime bien le dynamisme dans ta voix, c'est ce qui m'a donné envie aussi de répondre présente à ton invitation. Et j'ai trouvé tes questions super pertinentes sur les métiers, enfin sur le métier que moi j'exerce aujourd'hui, quoi. Donc c'est un rendez-vous que j'ai beaucoup apprécié. Et on va rebondir justement sur l'avenir des réseaux sociaux. Ça va être un peu le clap de fin de cette interview. Comment tu vois, toi, dans les 5 ans, l'avenir des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être vraiment, effectivement, qu'est-ce qui va chambouler les réseaux sociaux pour les utilisateurs? Bah, ce qui est en train de chambouler beaucoup, c'est forcément l'arrivée de l'intelligence artificielle, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On peut pas éviter le sujet. Moi, je pense que éviter le sujet, c'est se mettre des œillères. Donc bien sûr que l'intelligence artificielle, elle le révolutionne déjà, et elle le révolutionnera encore. Moi, je suis plutôt d'un point de vue optimiste, donc j'espère que ce sera bien pour de l'amélioration. Et c'est comme tout, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui. Moi, j'utilise ChatGPT pas pour générer les contenus concrètement, mais vraiment pour avoir des idées et pour acquérir l'expertise et le vocabulaire de mon client plus rapidement. Et ça, c'est un vrai gain de temps. Donc, c'est un gain en productivité et en connaissance du client. D'ici 5 ans, écoute, j'aurais du mal à te dire d'ici 5 ans, parce que je pense que dans le web, ça évolue tellement vite. Je pense que déjà, il y a 6 mois, c'était déjà pas ce que c'est aujourd'hui. Dans 6 mois, je pense que, si je peux te dire déjà dans 6 mois, je pense qu'on aura beaucoup de vidéos, notamment sur LinkedIn. C'est en train d'arriver assez sérieusement, sur des formats courts forcément, parce qu'encore une fois, on est sur du snack content. On a peu de temps et on consomme beaucoup. Donc voilà, je pense que ce sera déjà une belle évolution du réseau. Je pense aussi que, parce qu'il y a des rappels régulièrement quand même, que sur LinkedIn, on restera malgré tout, même s'il y a des tentatives, sur un contenu qui reste professionnel et non pas qui parte trop vers du Facebook larmoyant. Et tu penses que le contenu, la recherche vocale va se développer beaucoup ou pas? Ah, écoute, je suis un peu moins calée sur ce sujet-là. J'avoue que moi, je suis quelqu'un de très intéressé par beaucoup de sujets. Je pense que il y a un moment, forcément, toutes ces modernisations, on va dire, elles vont avoir un effet. Et puis en termes d'accessibilité, je pense qu'à un moment, ça risque d'émerger. Alors sous quelle forme, je ne sais pas encore. Ma boule de cristal ne me l'a pas encore dit. Mais oui, pour moi, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces évolutions-là, en tout cas. Elles auront un effet, c'est sûr. Lequel? Je ne sais pas encore. Cela dépendra de nous, créateurs de contenu, peut-être. Affaire à suivre, alors. Audrey Guibert, donc, qui nous a accompagnés aujourd'hui dans les experts, consultante digitale et ghostwriter. On a fait le tour de son métier. J'espère qu'on vous a apporté aussi des clés. On vous a apporté effectivement des pistes. Si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à la contacter. Justement, comment on peut rentrer en contact avec toi, Audrey, sur les réseaux sociaux, je suppose? Ouais, le plus simple, c'est sur mon profil LinkedIn, c'est Audrey Guilbert, donc j'ai UILBERT. Et voilà, c'est le plus simple, en m'envoyant un petit message, et je réponds à tous mes petits messages. Merci à toi en tout cas de nous avoir guidés dans ton métier et de nous avoir donné quelques petits tips, quelques astuces justement pour mieux utiliser les réseaux sociaux. Merci Audrey. Je t'en prie, merci beaucoup. À bientôt.